Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Déjà, avant de commencer la vidéo de cette semaine, je voulais tout simplement vous remercier. On a atteint les plus de 1000 vues actuellement, il y a plus de 1500 vues sur la dernière vidéo, c'est énorme et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux sur le média. On est sur le bon chemin, il reste encore beaucoup de route, mais on va y arriver ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit coup de gueule sur l'actualité médiatique et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais revenir sur les futurs reportages de l'éclairé, notamment en Pologne et en Ukraine, et je vais vous expliquer ce que je vais y faire. Mais pour l'instant, on va parler du traitement médiatique d'un sujet qui fait la une depuis près de 2 semaines, l'antavirus. Et malheureusement, force est de constater qu'on n'est pas totalement rassuré sur la préparation de la France. D'où vient ce virus? À noter qu'il n'est pas nouveau et qu'il est présent un peu partout dans le monde. C'est vraiment du cynisme pur. Le gouvernement a tout intérêt à ce que la situation soit la plus inquiétante possible. Donc je vous résume tout ça, on est au début du mois d'avril 2026 au large des côtes uruguayennes. Un bateau de croisière, le MV Ondus, fait voile vers l'Antarctique. À son bord, 147 passagers et membres d'équipage qui voguent vers les terres australes. Sauf qu'à l'intérieur du bateau, il y a un ornithologue néerlandais de 70 ans qui est atteint d'un virus. À ce moment-là, les informations elles sont très floues, mais selon les premiers éléments de l'enquête argentine, l'homme aurait été atteint du virus lors d'une visite d'une décharge en Argentine. Lors de ce passage, il aurait été infecté par un contact avec des déjections de rats, eux déjà infectés par le virus. L'information elle a été diffusée par l'agence de presse américaine Associated Press. En gros, c'est l'équivalent de l'AFP, donc l'agence française de presse. C'est-à-dire que c'est une agence qui reçoit énormément d'informations et qui les traite en brut. Une fois qu'elles sont diffusées, les médias s'en servent et les étayent avec des interviews ou des dossiers. Bref, à ce moment-là, on ne sait rien de tout ça. On retourne début avril et sur le bateau, le virus commence à faire son chemin. Et bientôt, le néerlandais qui était infecté transmet le virus à sa compagne. L'ornithologue y décède le 11 avril 2026 et sa femme le suit dans la tombe à la fin du mois d'avril 2026 alors qu'elle a été déposée à Johannesburg. Une troisième victime est confirmée parmi les passagers. Il s'agit d'une femme qui perd la vie quelques jours avant l'arrivée du bateau dans les îles Canaries où les passagers auraient dû être pris en charge. Et là, l'information, elle fait le tour du monde. On en parle dans tous les médias autour de la planète. En quelques jours, les médias ils se passionnent pour ce nouveau virus mortel qui fait écho à ce qu'on avait déjà connu il y a quelques années avec l'épisode du Covid-19. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est la manière de traiter ce sujet, comment les médias l'ont traité, comment ils l'ont amené à être en une de quasiment tous les médias pendant plusieurs semaines. Il suffit tout simplement de regarder les feeds sur les grands sites d'actualité français, que ce soit Ouest France, TF1, BFM, Le Figaro, CNews. Tous les médias principaux parlent quasiment en continu de l'antavirus. Et à travers ce traitement, on pourrait y voir une opportunité éditoriale. Et là, c'est un cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que les médias, plus ils parlent de l'antavirus, plus l'angoisse monte parmi la population, plus la population a besoin de réponses à des questions qui n'étaient pas forcément légitimes au début ou qui ne venaient pas tout de suite en tête des personnes qui consomment les médias. Et là, on arrive sur un vrai problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est le point de bascule entre médiatisation, intérêt de la médiatisation et le poids de l'information. Dernièrement, on a eu le retour sur le sol français de nombreux cas contacts. Au total, le gouvernement en annonce 26 et on a vu dans plusieurs médias, que ce soit des médias locaux ou nationaux, des images d'ambulances qui arrivaient dans les hôpitaux et des duplex directement devant les hôpitaux pour tenir informés les téléspectateurs ou les auditeurs de l'évolution de la situation minute par minute. Et là, on rentre dans le traitement médiatique d'une crise, d'un cas de crise. La tension, elle monte petit à petit, les gens se posent de plus en plus de questions, les gens commencent à avoir peur, et le manque d'information et de clarté qui revient aux oreilles ou aux yeux des auditeurs ou des téléspectateurs fait monter la tension.
Et finalement, on apprend le 14 mai dernier, par la bouche de la ministre de la Santé Stéphanie Rist, qu'aucun des cas contacts n'a contracté de symptômes et qu'il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation massive de ce virus en France. Et je voulais faire une petite parenthèse cette semaine sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est la représentation typique des cas problématiques dans le monde ultra connecté dans lequel on vit aujourd'hui. Le schéma d'information en diffusion continue, que ce soit dans les médias papier, dans les médias audio ou dans les médias télévisuels, c'est qu'il faut toujours trouver des sujets. Et en fait, on en arrive à créer des situations de crise et à faire monter un taux d'angoisse assez énorme chez beaucoup de gens, alors qu'en fait la situation n'a très peu d'informations dessus. Et donc on écrit, on fait des reportages, on fait des duplex sur une situation qu'on connaît pas du tout. Et ça fait écho à un point dont je vous avais beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos ou sur mes articles sur le site de l'éclairé, c'est l'importance de se créer et de se bâtir un esprit critique puissant. Quand vous voyez une thématique autant mise en avant par les médias, il faut se poser tout de suite plusieurs questions. Déjà de une, pourquoi on en parle autant ? De deux, quel est l'état réel de la situation ? De trois, quelles sont les sources qui donnent ces informations ? Et de quatre, est-ce que la surmédiatisation du sujet est utile ou non ? Et ces questions, vous devez vous les poser. Elles sont primordiales parce qu'elles permettent de muscler votre esprit critique et de mieux consommer les médias. Parce que là où on pourrait vite succomber à la tension et à une montée d'angoisse, votre esprit critique et ces questions-là vous permettent peut-être de vous détendre et de regarder les choses d'une autre manière. Combien y a-t-il de cas ? Que risque-t-on ? Qu'est-ce que l'antivirus ? Quelles sont les premières conclusions des spécialistes ? Que dit l'Organisation mondiale de la santé ? Et est-ce que je dois m'inquiéter ? Et cet exemple du traitement de l'antivirus dans les médias, c'est le cas typique du pourquoi il est nécessaire de prendre de la distance avec ce qu'on vous donne à consommer au niveau du monde médiatique. Là, je dis pas qu'il fallait pas traiter médiatiquement ce cas. C'est un travail essentiel du journaliste. On se doit d'informer sur les risques de cet antivirus et sur son fonctionnement ainsi que sur sa viralité. Quand il s'agit de questions de santé publique, bien évidemment qu'on doit en parler. Là, ce que je mets en avant, c'est la surmédiatisation d'un sujet encore traumatisant pour beaucoup de Français et qui fait écho à la période du Covid-19. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que médiatiquement, les rédactions, elles savaient que ça allait marcher, que les gens allaient cliquer, que les gens allaient regarder, que les gens allaient en parler. Et donc forcément, ça allait créer de l'audience et du trafic sur les sites internet. Bref, voilà, la prochaine fois que vous voyez un cas de surmédiatisation, n'hésitez surtout pas à vous poser toutes ces questions et à vous demander pourquoi c'est autant mis en avant. Je vous ai dit au début de la vidéo que je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire les reportages. On en avait parlé ensemble dans la vidéo de présentation du média et je vous avais dit que mon objectif à court terme, c'était de mettre en place des reportages dans différents pays pour parler de différentes problématiques. Et c'est chose faite. 2 reportages vont arriver dans les prochains mois sur la chaîne de l'éclairé. Un reportage en Pologne où je vais aller au ghetto de Varsovie et à Auschwitz pour parler du travail de mémoire. Ça, c'est le premier reportage et il va être consacré à la Shoah et à ses répercussions dans la mémoire d'aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où les derniers survivants du génocide sont en train de quitter ce monde, il faut se poser la question de comment on conçoit l'avenir de cette mémoire et comment on la perpétue. J'ai été autorisé par les autorités compétentes à tourner au sein du complexe d'Auschwitz-Birkenau et on est en train de caler avec eux les interviews des différentes personnes qui vont participer au projet, que ce soit des historiens, des responsables locaux ou bien des personnes spécialisées dans le travail de la mémoire. Le deuxième reportage qui est en train de se caler, c'est directement en Ukraine. J'ai pu prendre attache avec l'ambassade française à Kiev qui m'a autorisé à me déplacer. Je suis également en train d'avoir mes accréditations au sein des forces armées ukrainiennes pour pouvoir partir sur le front. Et l'objectif de ce voyage professionnel en Ukraine, c'est d'aller à la rencontre de la jeunesse ukrainienne. Je vais pouvoir me rendre à Kiev pour interviewer des Ukrainiens civils qui subissent ou qui participent à l'effort de guerre. On va pouvoir parler de leur place dans ce conflit et du poids de ce dernier. Le deuxième objectif, c'est de rencontrer les responsables politiques sur place pour pouvoir échanger du rôle de la jeunesse dans cette guerre et des mesures qui sont mises en place pour la protéger. Il y a un troisième objectif, c'est de pouvoir suivre une escouade directement sur le conflit, donc au niveau de la ligne de front, et de partir à la rencontre de jeunes soldats ukrainiens qui ont fait le choix ou non d'officier au sein de l'armée ukrainienne. On va pouvoir parler de leur quotidien au niveau de la guerre, de leurs ressentis, mais aussi de l'impact mental de ce conflit sur eux. Ces 2 reportages, ils se feront logiquement au mois de juillet 2026 et ils seront diffusés
en août et en septembre prochain. Et là, je vais pouvoir rentrer un peu plus en détail dans ce que je vous avais présenté sur ma vidéo de lancement du média, c'est-à-dire mon souhait de réaliser plusieurs reportages par an. Je me suis donné comme objectif de réaliser des gros reportages une fois tous les 3 mois. Pour début 2027, je pensais partir en Égypte, en Tunisie et en Libye pour couvrir les répercussions du printemps arabe. Cet événement régional majeur a eu lieu il y a plus de 15 ans et je me posais la question de l'impact de cet épisode sur les générations d'aujourd'hui et notamment sur les jeunes qui, eux, n'avaient pas connu ou avaient connu en tant qu'enfants cette période de rébellion. Et je vous laisse aussi me dire ce que vous aimeriez comme reportage et si vous avez des idées. Si certains d'entre vous connaissent des contacts ou des proches en Ukraine, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou sur mon adresse mail qui est présente sur mon site internet pour pouvoir me donner ces contacts là et pour me mettre en relation. Je vous mets clairement à contribution parce que c'est ça l'éclairé, on va avancer ensemble vers l'amélioration de ce média. Et j'ai vraiment envie que ce soit une aventure communautaire, un espace dédié où on échange sur nos idées de reportage et aussi où on se donne des contacts pour améliorer le fonctionnement du média. Voilà, cette semaine c'était une vidéo un peu particulière, je vous remercie encore pour le soutien que je reçois, que ce soit de la part des proches ou dans l'espace commentaire, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à faire tourner l'éclairé et à le faire vivre. Je vous remets dans la description le lien de la cagnotte Tipeee de l'éclairé, ça me permettra d'avoir du nouveau matériel. J'ai déjà investi pour mes reportages en Pologne et en Ukraine, mais on peut faire toujours mieux, et plus j'aurai de moyens, plus je pourrai rester longtemps sur place, plus je pourrai vous proposer du travail qualitatif. N'oubliez pas de soutenir le projet en vous abonnant à la chaîne YouTube. Moi je vous dis bon week-end et surtout informez-vous bien. Allez, c'est ciao!